Aujourd'hui, on est le 20 avril 2018 et en fait, il fait très bon, très bon. Donc en fait, la météo est très clémente. Bon, ici, je vais voir comment représenter donc un nombre complexe sur un axe, euh, dans un axe complexe du plan. Voilà. Donc ici, il faut partir de la base que Z appartient à l'ensemble des nombres complexes et qu'un nombre complexe est composé d'un nombre A plus BJ, voilà, où A est un nombre réel et on va dire que BJ est un imaginaire appartenant à l'ensemble des nombres complexes. A est ici, je m'excuse, hein. Voilà, A est ici. Voilà, BJ. Bon, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais fait une première réflexion. Donc A appartient à R. A appartient à R, B appartient à R, hein, B il est là, mais on forme BJ. C'est ça que j'avais dit, disais, je parlais d'imaginaire pur BJ, mais pour moi, c'est pas un véritable imaginaire pur, parce qu'en fait, il est considéré en général comme imaginaire pur, mais c'est pas un imaginaire pur, parce que le vrai imaginaire pur, c'est J et moins J. Et à partir de là, on construit BJ. Voilà. On engendre BJ à partir de la base J et moins J. On engendre BJ. Donc, le vrai imaginaire pur, c'est J et moins J. Mais on le multiplie par un réel pour faire BJ. Donc là, il est plus tellement pur puisqu'il contient, je dirais, un nombre réel B. Mais malgré tout, on va dire que c'était quand même un imaginaire pur. On va l'appeler comme ça, imaginaire pur, alors que c'est pas tout à fait vrai. Voilà, ça c'est pour la petite histoire d'imaginaire pur. Donc ici, un complexe est composé d'un nombre, peut être composé d'un nombre réel seul, ou d'un imaginaire BJ seul, ou d'une composition d'un réel euh, euh, plus un imaginaire. Bon, sachez que A, il appartient bien au complexe. A, il appartient bien au complexe, puisque pourquoi A appartient au complexe? Pourquoi A appartient-il au complexe? Mais parce que A appartient à R, et que R est inclus dans les complexes. Donc si A appartient à R et que R est inclus dans les complexes, ben A appartient à C. Donc si j'écris Z est égal à A, c'est un complexe. Bien que c'est un réel, les réels font partie des complexes. Les réels font partie des complexes. Maintenant, BJ, qu'est-ce que c'est? BJ, lui, il appartient au complexe. Donc, mais BJ n'appartient pas à R. BJ n'appartient pas à R. BJ appartient au complexe. Il appartient à l'ensemble C, mais il n'est pas dans R. Bien que B soit dans R, BJ n'est pas. B est un réel, mais BJ est, je veux dire, un complexe. Voilà. Et donc, en général, on écrit un nombre complexe Z en écrivant Z est une composition d'un nombre réel avec un nombre imaginaire. Et BJ est un nombre imaginaire. Alors maintenant, je vais voir comment représenter un nombre imaginaire dans le plan, dans le plan euclidien, dans, dans, les, dans un plan. Bon, un plan c'est infini. Bien sûr, je peux positionner un point quelconque dans le plan et le repérer par rapport, bien sûr, à un système d'axes. Mais ici, bon, ça se fait hein, pour repérer un point dans le plan à partir un système, comment est-ce qu'on appelle ça, un système de référence qu'on appelle un référentiel du plan, qui va me situer exactement dans ce repère le point P. Parce que le plan, comme j'avais expliqué, c'est infini. Hein. Le plan, c'est infini. Si tu as un plan dans l'infini, bon, ça rime à rien. Si on n'a pas un repère pour le situer, hein, j'avais expliqué que le repère, il faut un repère pour situer dans un plan, parce qu'un plan, c'est infini. Il faut fixer quelque chose. Quelque chose, c'est fixer une origine. Et fixer, je veux dire, et pour prendre les mesures, ben, euh, par rapport à cette origine, mais l'origine, pour, pour mesurer la distance entre un point P et l'origine, hein, euh, bah en fait, on le fait via deux compositions, une sur X et une sur Y. Mais maintenant, pour les complexes, on va regarder comment justement, quel type d'axe on va utiliser pour les complexes. Si je prends, on avait vu que on avait J
j exposant 1, j exposant 2 est égal à j exposant 3, est égal, enfin, j exposant 1 est égal à j exposant... qu'est-ce qui va donner j? On a j carré, je vais revenir, hein, je vais revenir là-dessus, j4. Voilà, j carré. Et à partir de là, on a j5, j6, j7, j8, j9, j10, j11, j12, j13, j14, etc. j15, j16. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Si je regarde ceci, c'est égal à j exposant 4n plus 1. Ici, c'est égal à j 4n plus 2. Là, c'est égal à j 4n plus 3. Et là, c'est j 4n plus 4. Donc, mais j, c'est j. C'est racine carrée de moins 1. J carré, ben, on sait bien que j carré, ça fait j fois j. C'est racine carrée de moins 1 fois racine carrée de moins 1. Mais racine carrée de moins 1 fois racine carrée de moins 1 donne moins 1. J cube, mais c'est j carré fois j, donc c'est moins 1 fois j. Donc c'est qui fait moins j. J4, ben, c'est j carré fois j carré. J carré c'est moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Voilà. Donc ici c'est avec n appartenant à z. Si z vaut 0, on a 0 fois 4, ça fait 0, plus 1, ça fait j exposant 1. Si z vaut 1, 1 fois 4, 4, plus 1, 5. On a bien 5. Si n vaut 2, 2 fois 4, 8, plus 1, 9. Si n vaut 3, 3 fois 4, 12, plus 1, 13. Ben, voilà. Donc c'est 1, 5, 9, 13. À chaque fois, à partir de 1, on ajoute 4. Donc c'est des multiples de 4 à partir de 1, en fait, si vous voulez. Voilà. Ici, c'est pareil. Si n vaut 0, ça fait 2. Voilà. Si n vaut 1, ça fait 4 fois 1, 4 plus 2, 6. Hein, et après, on ajoute chaque fois des multiples de 4 à partir de 2. 2 plus 4, 6, 2 plus 6 plus 4, 10, 6 plus 10 plus 4, 14, etc. 3 plus 4, 7, 7 plus 4, 11, 11 plus... Voilà, c'est des multiples de 4 à partir de 3, et voilà. Et chaque fois, ça donne la même chose. Mais c'est intéressant de savoir ça pour, en fait, nous représenter dans un repère, je veux dire, complexe. On va créer un repère complexe. Bon, ouais, mais ici, j'ai pris n appartenant à z. Voyons voir si on avait du négatif. Bon, si j'avais du négatif, je vais retomber sur, si je prends moins 1, moins 4 fois 1, on aura moins 4. Si je prends moins 1, n égale, parce que j'ai pris n égale, n appartenant à z. Si je prends moins 1 fois 4, moins 1 fois 4, ça fait moins 4. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Donc, on aura j exposant moins 3. J exposant moins 3. Bon, mais j exposant moins 3, c'est 1 sur j cube. Voilà. Donc, je dois multiplier par le conjugué, j cube sur j cube. Ici, qu'est-ce que je dois faire? J cube, 1 sur j cube, c'est l'inverse. Donc 1 sur j cube, c'est 1. J carré, c'est moins 1. Là, on a moins j. Si je fais fois j sur j, je multiplie par le conjugué, on a j carré fait moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc, moins j exposant moins 3, ça fait toujours j. Donc, que je prenne les positifs ou négatifs, ça fera toujours j. Maintenant, prenons les négatifs pour j exposant 4, n plus 2. Bon, on va prendre par exemple moins 1, moins 1 fois 4, moins 4, plus 2, moins 6. On va voir j moins 6. On va traiter j exposant moins 6. C'est 1 sur j6, ce qui fait 1 sur j4. J4 c'est plus 1. Hein, j4 c'est plus 1 fois j carré. Et j carré c'est moins 1. Donc on aura moins 1. Donc j moins 6 fera moins 1. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne ici. Voilà. Maintenant, voyons voir pour j exposant 4n plus 3 pour les n négatifs. Par exemple, je vais prendre 2. 2 fois moins 4, moins 8 plus 3, moins 5. Donc,
je prends J-5, J-5, 1 sur J5, donc c'est 1 sur J4, J4 c'est plus 1, parce que c'est composé de J carré, J carré, J carré c'est moins 1, ça fait 1, 4 sur 1 sur J, ce qui fait 1 sur J. Je multiplie par J, je divise par J, qui fait 6J sur J carré, ce qui fait moins J. Voyons voir si on a bien moins J. Et effectivement, on a bien moins J. Voilà. Et là, maintenant, si j'ai N, ici, pour celui-ci, N est négatif, je prends moins 3 fois 12, moins 3 fois 4, moins 12 plus 4, moins 8. Et moins 8, c'est 1 sur J8. Et 1 sur J8, J8, ça fait déjà 1. Donc 1 sur J8, ça fait 1. Voilà. Donc je peux mettre les négatifs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour mettre les négatifs. Maintenant, autre chose. On sait bien que si je replace dans l'ensemble, là j'ai R et là j'ai l'ensemble des nombres complexes, si je replace J4N plus 1, ça fait J. J est un complexe pur. Donc J4N plus 1 est là. Voilà, avec N appartenant à Z. Hein. Il peut être négatif aussi, le J, le N. Donc ici, J4N plus 2, il est où? Ça fait moins 1. Moins 1, c'est ici. C'est un réel. J4N plus 1. Ensuite, moins J, c'est J4N plus 3. Donc c'est un complexe. Moins J, c'est un complexe. J4N plus 3, c'est un complexe. Et enfin, si je prends J4N plus 4, c'est un nombre réel. J4N plus 4, il est là. Voilà, puisque ça fait plus 1. Ouais, mais attention, attention. Est-ce que J carré, c'est un imaginaire ou un complexe? Ben, tout dépend comment on voit la chose. Si on voit la décomposition J fois J, ben, c'est un complexe fois un complexe. Par contre, si je prends le résultat c'est moins 1. Le résultat de J carré, c'est un réel. Donc le résultat est un réel, mais les opérateurs avant traitement sont des complexes. Donc quand j'écrirai, par exemple, J4, ben, J4 c'est J carré fois J carré. Voilà, et J carré c'est J fois J. J fois J fois J fois J. Si je vois ça comme ça, ben, c'est une multiplication de complexe. Mais si je prends le résultat, J carré fois J carré, c'est moins 1 fois moins 1. J4, ça fait plus 1. Voilà. Donc, ça dépend comment on voit la chose. Si je vois le résultat, mais le résultat de J4N plus 4, ça fait moins 1. Plus 1, pardon. Et J4N plus 1, le résultat, c'est moins 1. En résultat. En résultat. Bon, maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on constate? Mais qu'ici, si on analyse ceci, bon, je laisse tout tomber, tout ceci, je prends uniquement celui-ci. À partir d'ici, je vois que j'ai J, moins 1, moins J, 1. Et puis, si je devais multiplier par J5, J5, on retombe ici. Donc, on retombe sur J. J6, on retombe sur moins 1, J7 sur moins J, J8 sur 1. Puis, si je continue, J9, ben, je retombe sur J. J10 sur moins 1, J11 sur moins J, J12 sur 1. Voilà. Donc, à partir de ça, il y a moyen de faire un axe. À partir de ça, je peux créer un axe. Parce qu'ici, j'ai une tournante. On a J moins 1, J, si je dois marquer des J, hein, je vais dans le sens, voilà, dans ce sens-là. Parce que j'aurais pu aller dans le sens des J négatifs, J moins 1, voilà. Et là, il faut aller dans le sens inverse. Donc, J moins 1, moins J, 1. Voilà. Ensuite, je recommence. J moins 1, moins J, 1. J moins 1, moins J, 1. Voilà. Donc, à partir de là, je peux créer, je veux dire, on voit bien que, dont ici, j'ai deux réels purs. Hein. Moins 1 et 1 sont des réels, et là, je les complexe. Et donc, comment faire un axe à partir de ceci? Je fais un axe à partir de ceci. Bon, je suis dans les... Voilà. Mais, en fait, vous allez voir comment ce que je vais faire. Déjà, les réels, c'est assez facile. Pour avoir mes deux réels, ben, ça, on sait comment repérer un réel sur un axe. Hein.
Hein, les deux réels là, je peux les repérer facilement. Mais ici, pour repérer un réel, mais il suffit d'un vecteur de base que j'appelle U, qui va engendrer. Vecteur de base, bien sûr, c'est un vecteur unitaire. Hein, la norme de U fait 1. Voilà. Et ce vecteur de base, oh, il est lié à l'origine, bien sûr. Vous comprendrez qu'il est lié à l'origine. Donc ici, il est dirigé vers le sens du parcours des positifs. Donc ici, j'aurai 1, 2, 3. Voilà. Et par là, je vais vers les plus grands. Les plus grands. Parce que par là, on ira vers les plus petits. Ça, c'est plus petit, le symbole plus petit. Et ça, c'est le symbole plus grand. Par là, on va vers les plus grands. Par là, on va vers les plus petits. Mais généralement, on met une flèche uniquement pour diriger vers le sens des plus grands. Donc, je vais mettre ceci. Voilà. Ça pour la petite histoire. Donc, si vous avez compris ici, hein, j'ai quoi? Tout nombre x, que j'appelle 2, 3, 4, ça peut être ça peut être 1,2, 1,3, ouais. Ici, je le fais avec des entiers, mais vous comprendrez que ça marche avec n'importe quel nombre. Tout nombre, tout vecteur, par exemple, si je prends celui-ci, c'est le vecteur 3 fois u. 3 fois u, qui est OA. Voilà. Le vecteur OA, c'est 3 fois u. 3 fois le vecteur u. Mais le vecteur u, je peux l'appeler enfin, ici, je veux plutôt l'appeler OX. Une valeur X, n'importe laquelle. Et là, c'est fixé OA. Donc, OX vaudra 3 fois U. Donc, OX vaut, comme U vaut OA, 3 fois OA. Voilà. Et là, on voit bien que c'est deux vecteurs liés à la même origine. Donc, ils ont, voilà. Et en fait, ils sont proportionnels. Donc, en fait, ils ont un support commun qui est une droite parallèle confondue. Il y a deux droites. Une qui supporte OA, une qui supporte OX. Mais ces deux droites sont parallèles confondues. Et on le voit ici. Quand on écrit ceci, OX égale K fois OA, ben, on a deux vecteurs qui sont, je veux dire, l'un sur l'autre, mais proportionnels. Proportionnels entre eux. Donc, ça, c'est deux vecteurs qui sont proportionnels entre eux et liés à la même origine. Donc, tout point X, je peux le définir à partir de ça, K fois OA. Ou K, c'est U. K fois U. Je vais engendrer n'importe quel nombre, OX, qui aura pour abscisse, OX a pour abscisse X. OX, le vecteur OX a pour abscisse XX. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que OX, pardon, un point OX est égal à K fois OA. Bon, si K est positif, on parcourt dans le sens positif. 2 fois OA, je serai ici. 3 fois OA, je serai là. 4 fois OA, je serai là. Le vecteur OX sera de là à là. Et donc là, si je mets 4 fois OA, il est unitaire. 4 fois OA, je serai ici. Donc ce sera le vecteur OX ici. OX. Mais l'abscisse sera x égale 4. Maintenant, je peux le faire avec des virgules. Hein. Si je fais K vaut 3,2, 3,2, je serai ici. O jusque 3,2, c'est le vecteur OX. Vecteur qui démarre en A comme origine et en extrémité 3,2. Donc l'abscisse sera 3,2. Voilà. Ça, c'est pour le parcours de K positif. Si K maintenant est négatif, mais on a dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et si K est nul, mais si K est nul, on a le vecteur nul O, qui est l'origine. On retombe en 0. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que K appartient à R et que le sens est donné, la norme, elle est donnée par U égale 1, c'est un vecteur unitaire de base qui va engendrer toute valeur sur l'axe. Toute valeur sur l'axe. Donc, je peux parcourir, je dis n'importe quelle valeur sur un axe. Et repérer tout point sur un axe. Voilà. Et ça, K appartient à R. Et si K est positif, on parcourt dans le sens positif. Si K est négatif, on parcourt dans le sens négatif. Si K vaut 0, on est à l'origine. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, je peux repérer mes réels. Donc, si je mets un vecteur de base, U, voilà. Là, le vecteur unitaire. Mais s'il me faut moins 1, je fais quoi? Mais moins 1, il sera
c'est le vecteur opposé à U. C'est moins U. Et quelle sera la direction, à votre avis? Ben, ici, on voit bien que l'angle, on a dû tourner de combien? Le vecteur U pour arriver ici, mais on a tourné de 180 degrés. Bon, vous allez me dire, oui, mais on a retourné aussi de moins 180 degrés. Ouais, mais moi, je prends les sens positifs pour une certaine raison. Et donc, on a construit un axe qui permet de repérer n'importe quel réel sur un axe X. Donc, celui-ci et celui-ci. Mais ça, on connaissait déjà. Maintenant, il faut pouvoir repérer l'imaginaire. Mais comme on a ici, on a, on va dire pas un phénomène, parce que c'est pas un phénomène physique, mais on a une espèce de rotation ici, cyclique. Ça revient à chaque fois. J1 moins J1. J1 moins J1. Mais sachant que pour aller de là à là, j'ai 180. Pour aller de 1 à moins 1, c'est 180. 180 degrés. Voilà. Donc si j'ai 180 ici, et que j'ai deux vecteurs, si j'en passe deux autres pour représenter J moins J, c'est que j'aurai 4 vecteurs. Il faudra décomposer 360 en 4. Donc j'aurai à chaque fois 90. Et là, on aura bien le phénomène d'une rotation cyclique. De J à 1, 1 à moins J, 1 J moins J à 1, et puis J, voilà. Mais tout en parcourant les exposants, bien sûr, positifs. Hein. On est dans le sens positif. On tourne dans le sens positif. Pour le sens positif, conventionnellement, c'est le sens antérologique. Voilà. Et le sens horlogique, c'est le sens négatif. Par convention, c'est conventionnel ça. Voilà. Et donc ici, quand je parcours J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, 11, J12, J13, J14. Mais on voit bien qu'il y a un phénomène circulaire, de rotation circulaire, rotation cyclique qui apparaît. Donc qu'est-ce que j'aurai pour définir l'axe imaginaire? Mais c'est simple. Comme j'ai pris 180 degrés pour aller de 1 à moins 1, qu'est-ce que je vais faire? Ben, pour aller de 1 ici c'est de moins 1, je m'excuse, je suis de moins 1, si je pars de moins 1, si je vais dans les J croissants, J1, J2, J3, J4, J5, c'est ce sens-ci, parce que les J décroissants, c'est dans l'autre sens, je le ferai après. Donc quand je suis en moins 1, ici j'ai bien un réel qui est moins 1, je suis en moins 1, pour passer à 1, pour passer de moins 1 à 1, mais je suis passé par moins J. Et moins J, je vais mettre 90 degrés. Voilà. Moins J. Et là, je passe de moins 1 à moins J, de moins J à 1, et puis de 1 à J. Et J, je vais mettre 90 degrés. Voilà. Et là, je viens de définir un axe. Et donc, on voit bien que c'est une rotation. Hein. Parce que j'aurai 1, J, J, moins 1, moins 1, J, moins J, moins J, 1. Voilà. Donc, J exposant 1, c'est J. J exposant 2, c'est moins 1. J exposant 3, c'est moins J. J exposant 4, c'est J. C'est 1, pardon. Excuse. J exposant 5, ben on retombe ici. C'est J. J exposant 6, moins 1. J exposant 7, moins J. J exposant 8, 1. J exposant 9, J. J exposant 10, moins 1. J exposant 11, et ainsi de suite. Donc on voit bien que c'est ce qu'on appelle c'est une transformation du plan qu'on appelle une rotation. C'est une rotation. Comment passer du réel à l'imaginaire par une rotation, en fait, tout simplement. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais si j'avais pris J exposant moins 1, J exposant moins 2, J exposant moins 3, J exposant moins 4. Mais si J est là, si j'inverse, si je fais une rotation et 1 sur J, fait quoi? C'est J fois J, ce qui fait... donc si je suis en J, je dois passer en J0 hein, d'abord. Et J0, ça fait 1. Donc de J à J0, ça fait 1. Donc je tourne à l'envers, je vais passer de J à 1. Ensuite, je vais passer à J.
à quoi? À moins J. Parce que J moins 1, c'est 1 sur J. Et 1 sur J, je multiplie par le complexe conjugué, ce qui fait moins J. Donc, ce qui fera moins J. Oui, donc c'est ça. Donc de 1, je passe à moins J. Et J-2, c'est moins 1. J-3, J-4. Hein. Et vous voyez qu'on a une rotation cyclique, je veux dire, dans le sens négatif, quand je parcours les puissances au niveau des négatifs. Et quand je prends les puissances positives, ben, je vais dans le sens positif. Dans le sens positif, c'est par là. Hein. Sens positif. Et sens négatif, si je prends des J négatifs, à exposant négatif, Jn négatif, et là, Jn positif. Donc, je parcours dans ce sens-là si je prends des Jn positifs, et si je redescends, mais même si on redescend, hein, si je passe de J cube à J carré, hein, de J cube c'est moins J, à J carré c'est moins 1. Donc je vais dans ce sens-là. Donc quand je redescends, en fait, quand je redescends, je parcours. C'est pas un J négatif hein, qui fait ça. En fait, si je parcours les J dans le sens croissant, des exposants croissants, mais on tourne. On tourne dans le sens. euh, euh, si je parcours dans le sens croissant, 2, 3, 4, voilà. Là, c'est dans le sens croissant des exposants de J, mais je pars de J pour avoir moins 1, moins J, 1, J, moins 1. Et là, j'en suis dans le sens positif. Voilà. Maintenant, si je descends J4, J cube, J2, J1, mais J4, et c'est valable pour les négatifs aussi. Hein. Si je parcours dans le sens croissant, décroissant des négatifs, ben, c'est le même sens que je suis en train d'expliquer, ça ne changera rien. Voilà, donc ici, J4, J3, J2, J1, je passe de 1 à moins J, puis de 1 à moins J à moins 1 à J, et voilà, là je suis dans le sens négatif. Donc, quand je parcours dans le sens des puissances positives de J, je vais dans le sens positif. Et quand je décrois, à ce moment-là, je vais dans le sens, euh, quand je décrois au niveau des puissances de J, ben, on parcourt dans le sens négatif. Voilà. Et là, j'ai créé un repère, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, complexe. Maintenant, sachant ceci, je sais bien qu'il peut se repérer de cette manière-là. Là, j'aurai la partie réelle, là, j'aurai, bien sûr, avec un vecteur I et un vecteur J. Là, mais ici, je suis pas obligé de les mettre parce que, comme je ne suis pas en vectoriel, je suis pas obligé de les mettre. Je suis pas obligé de mettre une base. Mais on sait bien qu'il y a une base. Hein. D'office, quand il y a une échelle, il y a une base. Hein. Pour engendrer n'importe quel J, ben, il faut une base. Une base. Ici, ce sera plus J. Ouais. Et là, ce sera plus U. Un vecteur U. Qui est de norme 1. Hein. La norme de U fait 1. Et la norme de J, ben, c'est bien que c'est 0 plus J au carré, ce qui fait J carré, ça fait moins 1. Donc, sa norme, elle vaut 1. La norme ici, elle vaut 1. Puisqu'on a 1J. 1J, c'est 0. 0 qui est un nombre réel, plus 1J, et il faut mettre au carré. 1 au carré, ça fait 1. 0 au carré, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Ce qui fait racine carrée de 1. Et racine carrée de 1, ça fait... Donc la norme ici, elle fait 1. Donc c'est lui qui va engendrer n'importe quel complexe BJ. Et là, on a ce qu'on appelle l'imaginaire de Z. Voilà. Et là, le vecteur là, U, va engendrer n'importe quel... Que ce soit en positif ou en négatif. Hein. Voilà. Et ici, il peut l'engendrer en négatif, hein, bien sûr. Voilà. Et U va engendrer n'importe quelle valeur sur l'axe des réels. Voilà. Donc, autant dire que comment engendrer BJ? BJ va être engendré par B fois J. Voilà. Comment engendrer A? On fera A fois U. Enfin, ici, oui, BJ, ouais, engendrer BJ. Ah, mais là, ici, A. Pour le placer, on a dit que c'était K fois U. Là, c'est A fois U. Et A fois U, normalement, c'est un vecteur. Hein. Donc, on aura... Mais l'abscisse,
Je peux pas écrire ça comme ça, mais enfin, là, je vais engendrer a fois u, qui est un vecteur. Et cette vecteur-là va engendrer une abscisse. Une abscisse sur l'axe des réels. Donc vous voyez que cette u constitue une base pour engendrer n'importe quel nombre. 1, 2, 3, 4, 5 provient de u. Ouais. 3 fois u, ça fait 3u. Et 3u, c'est son abscisse, c'est 3. Si je veux l'abscisse 5, mais c'est 5 fois u. Son abscisse, c'est 5. Mais 5 fois u est un vecteur, hein, parce que si on multiplie un réel par un vecteur, ça fait un vecteur. Mais l'abscisse, c'est un nombre. L'abscisse, voilà, c'est un nombre. Maintenant, ici, c'est la même chose. Je peux engendrer n'importe quel vecteur à partir de j. Que ce soit positif, si je veux 3j, je ferai 3 fois j. J'aurai 3j. Si je veux moins 3j, je ferai j fois moins 3. Donc j'aurai moins 3j. Et là, j'engendre n'importe quel réel et n'importe quel imaginaire. Que ce soit n'importe quel réel positif ou n'importe quel réel négatif. Voilà. Donc on aura les positifs ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la flèche, comme j'ai dit, exprime qu'on va dans le sens croissant. Donc, dans le sens croissant, par exemple, si j'ai moins 2, eh ben, moins 1, puis 0. Et l'origine est là, bien sûr, c'est en 0. L'origine est ici. O. O. L'origine. Et alors, pour les complexes, la même chose. On aura 0. Donc, l'origine, c'est quoi? Ben, c'est le 0, 0. C'est le point 0, 0. 0, 0 réel et 0 imaginaire. Donc, on aura 1, 2, 3, 4. Et par là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Ben, qu'est-ce qu'on constate? Mais on a comme c'est RZ, hein, c'est l'imaginaire, parce qu'on a Z est un nombre complexe A plus BJ. Voilà. Et RZ, bien sûr, c'est la partie réelle. Hein. Et IMZ, c'est la partie BJ, imaginaire. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, on est de nouveau face à un axe rectangulaire. Hein, c'est très bien, parce que le rectangulaire permet de représenter convenablement les choses et standardiser les choses. Hein. Il est orthonormé et perpendiculaire. Donc, il est perpendiculaire et normé. Il a une norme. Il a une échelle, la même ici et ici. Elle n'est pas plus grande là que par rapport ici. J voudra une unité et U voudra une unité. Donc, il est bien normé. J vaut une unité, il voudra jamais 2 et lui 1. Ou lui 3 et lui 1. Non, jamais. Ce sera toujours la même unité. Si on prend unité égale 2 cm, ici, il faut prendre une unité égale 2 cm. Si on prend une unité égale 4 cm, une unité égale 4 cm. Si on prend une unité égale 5 cm, il faut prendre une unité égale 5 cm. C'est ce qu'on appelle, on norme voilà, les deux axes. Alors, il est orthogonal parce qu'il est perpendiculaire. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui dessine un axe comme ceci, l'autre qui dessine comme ça un axe comme ceci, RZ, IMZ, ben, il y en a un, voilà, on n'a pas des coordonnées rectangulaires, on aura des parallélogrammes. Les parallélogrammes, ça peut engendrer, je veux dire, voilà, tout le monde doit avoir, par exemple, dans une classe, si on est dans une classe, tout le monde doit avoir la même chose. Voilà, ça doit être standardisé, et pour ça, on met un vecteur, et pour éviter des problèmes, parce qu'une fonction, dans un repère orthonormé ne donne pas, si j'étire les axes, fatalement, elle va être déformée, cette fonction-là. Donc, si on représente dans un système cartésien, pas de problème. Le système orthonormé cartésien, cartésien, ça veut dire qu'il y a un couple. Hein, couple ici, c'est mon couple A, BJ. Mon couple, le point P défini, par exemple, un point P défini par ABJ. Voilà. Et voilà, P, c'est A, BJ. Voilà. Et si je mets un point comme ça, ici, c'est un point qui est... Bon, ici, on a été chercher une parallèle à l'axe des imaginaires, et là, une parallèle à l'axe des réels, et donc l'intersection, c'est P. Bon, si j'avais pas mis des axes perpendiculaires, ben, en fait, si je dessine une fonction, elle va être étirée, tout le monde n'aura pas la même fonction. S'il y en a un qui dessine un axe comme ceci, obtusangle, et un autre, un axe acutangle, obtusangle, c'est supérieur à 90, oui, et acutangle, c'est aigu, un angle aigu, inférieur à 90. Donc, s'il y en a un qui, voilà, s'il y en a un qui dessine avec un axe comme ça, bon, si on dessine une fonction là-dessus, elles seront déformées toutes les deux. Alors, pour que tout le monde ait la même fonction bien dessinée, correctement, qu'elle ne soit pas étirée ou je veux dire, rétrécie, d'une certaine, déformée, on va dire déformée, eh ben, on n'utilise pas des axes acutangles et obtusangles. On va utiliser des axes orthogonaux, qui va donner des coordonnées, je veux dire,
par une représentation rectangulaire, parce qu'ici on a bien un rectangle ici. Hein. On n'a plus, une forme de parallélogramme avec des parallèles. Ici on a des parallèles, oui, mais perpendiculaires. Donc on a un rectangle. Alors que là on a des parallélogrammes, on n'a pas 90 degrés. C'est le repère orthonormé qui va donner des, je veux dire, une vue rectangulaire. Donc ce sont des coordonnées, on va dire, rectangulaires. Donc ABJ sont des coordonnées, je veux dire, dans le plan complexe, représente un point P dans le plan. Ici, je viens de former un plan, un repère complexe dans un plan. Donc, si je viens de former un repère complexe dans un plan où il y avait une infinité de points, c'est-à-dire, voilà, eh bien, je viens de former ce qu'on appelle un référentiel complexe. C'est un référentiel complexe. Hein. C'est un référentiel complexe. Bien qu'il ressemble à un référentiel, je veux dire, dans R carré. Hein, R carré, c'est celui qu'on connaît, qu'il faut utiliser. C'est le X ici qui représente un réel et Y qui représente un réel. Bon, ici on a deux réels. Là, dans le plan, on met un axe, un repère XY et un repère, je veux dire, dans R carré, c'est-à-dire un repère, c'est un repère réel, un repère réel. Ça, c'est un repère réel, à deux dimensions, parce qu'il existe le repère réel à trois dimensions, qui serait celui qui montrerait une vue spatiale des choses, c'est-à-dire avec X, Y et Z. Voilà, et là, on ne serait plus dans R carré, mais dans R cube. R fois R fois R fois R. On choisit trois valeurs prises dans R, c'est-à-dire un triplet. Si je dessine dans R cube, ben là, j'ai X par exemple. Si je mets un repère rectangle, j'aurai ceci, X, Y, Z. Et alors, ça c'est le normé, tout le monde doit avoir ça. C'est comme un petit peu, l'axe ne peut pas être acute-angle, obtus-angle pour tout le monde, parce que si tout le monde fait n'importe quoi, bon, on a du n'importe quoi, des fonctions déformées. Si on devait dessiner une fonction, elle serait déformée, soit rétrécie ou agrandie. Voilà. Et un repère spatial, on fait pas n'importe quoi, parce que si on a une vue d'un objet au niveau de l'espace, si on a un qui dessine avec un repère qui est XZ, Y, avec le Z qui rentre à l'intérieur, l'autre qui va représenter avec un X qui rentre à l'intérieur du plan, l'autre qui va représenter avec un Y, ben, on n'aura pas les mêmes vues d'un objet spatial s'il n'était pas symétrique dans l'espace. Hein. Parce que s'il est symétrique, il n'y a pas de problème. S'il est symétrique dans l'espace, ben, que je le vois de n'importe où, ben, je veux dire, on va voir la même chose. On va voir la même chose s'il est symétrique. Si je prends un cube, j'ai beau le retourner dans tous les sens, dans n'importe quel système de repère spatial, je veux dire, pour autant que la direction va me donner une certaine direction de vue. Voilà, mais le cube, un cube va rester un cube. Voilà. Mais, enfin, voilà. Le cube, il est symétrique partout, on verra tout de suite que c'est un cube. Voilà. Mais maintenant, si on prend une autre forme qui n'est pas symétrique, hein, je veux dire complètement symétrique, mais je veux dire, il y en a un on va le voir d'une certaine vue, l'autre dans une certaine vue, l'autre dans une certaine vue, ben voilà. Ça va donner des vues, je veux dire, à l'œil différents. Des vues à l'œil différents. Voilà. Donc, s'il y en a un qui reprend un repère comme ça, l'autre il reprend comme ça, l'autre qui prend comme ça, dans un repère très rectangle, ici c'est un repère rectangulaire avec deux coordonnées A et BJ. Hein. Là on a du complexe, là on a du réel et du complexe. C'est un repère complexe. Alors que là, c'est un repère spatial réel à trois dimensions, R cube. Nous faisons un triplet de valeurs X, Y et Z. X, Y, Z. Et alors on définit le repère direct. Le repère direct, bon, c'est quand vous faites une rotation de X vers Y, mais vous avez un vecteur de sortie qui est Z. Le vecteur il sort. Enfin, oui, l'axe est sortant. Est sortant du plan quand vous allez de X vers Y. En fait, c'est la règle du tire-bouchon, en fait. Quand j'applique un tire-bouchon qui va de X vers Y, je le fais tourner, mais le tire-bouchon il sort. Alors, en fait, et comme il sort, mais la flèche va représenter qu'il sort, et donc l'axe des Z est dans ce sens-là. Et donc, ça c'est un repère direct. Voilà. Et tout autre repère, je veux dire, bon, va modifier, je veux dire, la vue. Va modifier la vue. On ne verra pas de la même manière que si je verrais avec ça. Et s'il y a 36 personnes dans une classe, par exemple, on demande de faire un travail au niveau d'une vue spatiale. Si chacun fait son axe
x, y, z, selon, son, selon ses convenances, ben, la vue, tout le monde aura, on aura toutes des vues différentes. Hein, toutes des vues différentes. Et donc, pour un correcteur, ça poserait un grand problème. Tout comme les axes choisis ici, acutangle, obtusangle, provoqueraient d'énormes problèmes pour un correcteur. Voilà. Alors pour normaliser tous les élèves de la classe, standardiser, on va dire, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on met un repère rectangulaire. Voilà, orthonormé. Là, on a un couple, et là, on a un triplet. Et là, si je fais dans l'espace, ben, de réel, un espace qui représente repérer 3 réels dans l'espace, eh bien, à ce moment-là, il faut un repère direct. Sinon, pour le correcteur, ça va être compliqué de commencer à essayer de voir toutes les vues de différentes personnes qui ont dessiné, je veux dire, dans différentes vues. Mais, par contre, il existe un logiciel qui est AutoCAD. Là, il permet de dessiner de votre repère, hein, et de le mettre suivant vos convenances. Il y a des repères directs, il y en a des non directs. Voilà. Voilà. Sur AutoCAD, c'est comme ça. Quand on fait du dessin, et alors après, on peut manipuler le repère pour changer de, je veux dire, pour le voir en 3D et voir l'objet en 3D par rapport à un repère. Voilà, bon, ça c'est du dessin en 3D. Mais voilà. Donc ici, donc à partir du plan, j'ai créé quoi? Un repère complexe. C'est un repère complexe. Hein. Et je peux repérer tout complexe A plus BJ. Et donc, il est divisé en combien de cadrans là? Ben, on aura 4 cadrans. On a ce cadran là. Là, il va donner un A positif et un B positif. Donc, voilà. Un réel positif ici et un réel positif. Donc, si on a un réel positif B positif, on a un imaginaire positif ici. Là, on aura dans ce cadran-ci un B positif, mais un A négatif. Là, on aura un A négatif et un B négatif. Et là, on aura un A positif et un B négatif. Donc, on aura 1, 2, 3, 4. On aura un point du plan complexe pourra être situé dans 4 parties subdivisées du plan. 4 parties. On a subdivisé le plan en 4 parties. Voilà, un cadran 1 où on retrouve le réel positif et B qui est positif ici, donc l'imaginaire est positif. Là, le réel est positif, l'imaginaire est positif. Là, dans le cadran ici, le plan là représente quoi? Ben, ce plan par là représente un imaginaire positif et un réel négatif. Là, ce plan-là représente un imaginaire négatif et un réel négatif, pardon, et un imaginaire négatif. Et ce plan-là représente un réel positif et un imaginaire négatif. Voilà, et donc on a toutes les compositions possibles et imaginables suivant là où on se situe. Maintenant, si vous voulez un nombre complexe qui est un imaginaire pur, mais il n'y a pas de partie réelle, on se retrouve sur l'axe. Si on se retrouve ici, on a un imaginaire pur, puisqu'il n'y a pas de partie réelle, donc j'aurai 1J, 2J, 3J, 4J, etc. Ou moins 1J, moins 2J, moins 3J, ou 1,4J, bien sûr, ou racine 2J. Hein. On peut mettre à B, on met un réel, ça peut être n'importe quel type de nombre. Maintenant, voilà, ça c'est si j'ai pas de valeur réelle. Maintenant, Z, c'est aussi, si on n'a pas de valeur imaginaire, un réel, c'est un complexe aussi, il ne faut pas oublier ça. Donc, si j'ai 2, ben, c'est un repère normal. Hein. Si j'ai 2, je suis là. Si j'ai 3, je suis là, j'ai pas de partie imaginaire. Donc je me situe, s'il n'y a pas de partie imaginaire, je me situe sur l'axe des réels. Et donc vous voyez que on retrouve, c'est un peu la même chose qu'un axe XY en fait. Voilà. C'est la même chose qu'un axe XY. Le repérage se fait de la même manière. On a des coordonnées, je veux dire ici, en fait, rectangulaires. Voilà. Sauf qu'à la différence qu'on a plus. Là, auparavant, en X, on avait un réel, et là, en Y, un réel. Mais ici, la différence, c'est qu'on a un X, on a un réel ici, mais là on a un imaginaire, c'est juste là ça la différence. Voilà. Donc avant, quand on écrivait XY, mais on avait un couple de réels RR, hein, ça veut dire, je prenais un X, un réel, un Y, donc je prenais un couple dans R carré. Si maintenant j'écrivais ceci, ben je prends un réel, je prends un réel,
et je prends encore un réel. Là, en fait, je prends un triplet, x, y, z. Maintenant, ici, à la place de prendre, je sais pas si on voit, ouais, x, y, z. Maintenant, si je prends plus un réel, j'ai pas x, y, z. Hein. Si je prends dans le plan x, y, x, y, z, c'est dans l'espace. X, y, c'est dans r carré, donc dans le plan. Et x, y, z, c'est dans l'espace, r cube. Voilà, si je prends maintenant, à la place de prendre comme auparavant dans le plan R pour faire pour un élément, un couple, hein, si je prends un couple, R carré, à la place de prendre y, mais maintenant je prends un A qui est un réel, la même chose qu'avant, mais ici je prends quoi? Un imaginaire Z. Et donc j'ai plus R, mais j'ai RC. Et je dirais même plus, maintenant que je sais bien que R est un complexe, je sais bien que les réels font partie intégrante des complexes. Hein. Ça, vous le savez. Je l'avais expliqué auparavant. Les réels sont dans les complexes. Donc, R est inclus dans C, mais C comprend R. C comprend R. R est inclus dans C, mais C comprend R. Donc, C comprend R. Donc, ici, je peux écrire, comme j'ai mis RC, je peux écrire CC pour harmoniser l'écriture. CC. Et là, je prends un couple de C carré, si vous voulez. C'est un couple de C carré. Voilà. Mais maintenant, attention. Si j'écris ceci, Z égale A plus BJ, mais je peux prendre, hein, c'est un couple de C carré. Voilà, parce que le A, c'est un complexe. Hein. Donc je prends un complexe A, qui est un réel, hein, si on veut particulariser. Si je généralise, c'est un complexe. Si je particularise, c'est un réel. Ici, si je généralise, je n'ai pas à particulariser. C'est un imaginaire si je particularise. Ici, je généralise, mais c'est un complexe. Et Z, ce sera un complexe. Donc j'ai bien pris un nombre A et un nombre BJ que j'ai associé en additionnant. Voilà. Maintenant, attention qu'il y a une autre écriture. J'avais dit qu'il y a cette écriture-là. Z, AB. Mais celle-là demande d'être... C'est une écriture conventionnelle, mais qui demande d'être claire et précise à l'usage. C'est une notation qui demande d'être claire et précise à l'usage, c'est-à-dire quand les personnes vont utiliser cette écriture-là, qui a moins d'écriture, une écriture en moins que celle-là, j'ai fait un calcul, une écriture en moins que celle-là, mais si vous faites 1000 écritures de celle-ci, 1000 de celle-là, mais là, comme vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 écritures hein, parcellaires, mais si vous le faites 1000 fois, ça fait 6000. Là, 1, 2, 3, 4, 5, il y aura 5000 écritures. Vous avez déjà gagné 1000 petites écritures par rapport à celle-là. Donc, plus vous écrivez des écritures complexes, et mieux utiliser celle-là. Voilà. Et celle-là, elle n'est pas, je veux dire, si on veut la particulariser, c'est deux écritures dans R carré, ça. On prend un réel A et un réel B. Je prends un réel A et un réel B. Mais ça sous-entend qu'à ce réel B, j'associe un imaginaire pur J pour donner un imaginaire BJ. Voilà. Donc cette écriture demande, je veux dire, une convention que tout le monde comprenne que, oui, c'est un couple de réel. Mais qu'est-ce que j'en fais avec ce couple de réel? Mais sous-entendez que le B, là, devient BJ. C'est sous-entendu. C'est bien de prendre R carré, mais ça ne suffit pas parce que de nombre de R carré, mais je ne vois pas où est le J ici. C'est ça que je veux dire. Voilà. Voilà. Alors, pour bien symboliser cette écriture conventionnelle, hein, bien sûr, qui demande de l'utiliser avec des pincettes, faire très attention. Ceci, c'est ceci. C'est deux couples de nombres réels, mais dont B, j'associe un J. Dont B, j'associe un J. Or, le J, je ne le vois pas ici. Mais c'est sous-entendu qu'on associe un J au B. C'est ça que ça veut dire. Et pas au A. Pas au A. Et c'est ça que ça veut dire cette écriture-là. Donc, ceux qui utilisent cette écriture-là, ils peuvent utiliser cette écriture-là, mais pour autant que, je veux dire, dans un cours ou autre, ben, ce soit expliqué que, je veux dire, c'est une écriture conventionnelle où on se met des règles entre personnes. Voilà. Mais la vraie écriture d'un nombre complexe, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Mais en conventionnel, on peut s'amuser à écrire ça. C'est une notation. Une notation conventionnelle. Bon, mais si les gens n'ont pas envie d'écrire ça, parce que ça les dérange, ils ne sont pas obligés d'écrire ça. C'est une notation conventionnelle. Par contre, Z est égal à plus BJ, c'est l'écriture
je veux dire algébrique, donc ça c'est obligatoire. Hein. Il y a plusieurs formes d'écriture des nombres complexes sous forme algébrique, c'est celle-là. Et on peut le repérer dans le, point, dans le plan, sous forme d'un point P, qui est ici. Point P, A plus BJ sera là, situé là, et nulle part ailleurs. Hein. Dans ce repère, le point P, il est là. Attention que si je change de repère, fatalement, il sera ailleurs. Hein. Si le point fait 2, 4 dans ce repère-là, 2, 4, si je modifie, prends un autre repère là-bas, ailleurs, ben, j'ai fait une translation de repère, 2, 4, on n'est plus en 2, 4. Hein. Bon, on n'est plus en 2, 4 par rapport à ce repère-là. Si je me mets 2, 4 dans un autre repère référentiel 2, complexe, 2, 4, ben, si je mets 2, 4 dans le nouveau repère, on n'est plus en 2, 4, parce que si le premier s'est translaté, le point P va se translater. 2, 4, il n'est plus là, il est dans le nouveau repère, donc il s'est translaté. Ouais, il a fait une translation. Parce qu'en fait, les deux vecteurs, on a un vecteur de translation entre les deux repères, donc indirectement, on a un vecteur de translation entre P1 et P2. P1 sera devenu une transformation du plan P2. Donc on aura eu une transformation qui est une translation. Donc si le repère est ici, et là je suis en 2,4 dans ce repère de référentiel, et que je décide que ce point P doit être dans 2,4, dans un autre repère qui est situé un peu plus haut ici par exemple, mais ce 2,4 là, mais ce repère-là par rapport à ce repère-là, il a subi une translation, donc le point P aura subi une translation, fatalement. Donc il faut trouver, je rechercher le vecteur de translation avec les coordonnées x, y qui ont translaté, tout simplement. Bon. Si j'ai un vecteur de translation, il faut le décomposer en x, y pour savoir de combien je me suis déplacé en x et combien en y. À partir de là, je sais savoir quelle est la nouvelle coordonnée dans l'ancien repère. Quelle est, quelle est la nouvelle coordonnée du point P2 qui s'est translaté dans le nouveau repère par rapport enfin, on s'est trouvé par rapport au point P qui serait dans le nouveau repère R2 qui serait là-bas, par exemple, R2, repère R2, alors que ça, je l'appelle R1. Si je déplace en 2,4, alors qu'il était en 2,4 ici, supposons qu'il était en 2,4, il serait ici. Là, je vais en 2,4 ici. Mais les deux repères, ce repère-ci, il a fait une translation par rapport à celui-là. Donc le point P aura fait une translation aussi. Et donc pour trouver combien vaut le point P par rapport à celui-là, il faut savoir connaître le vecteur de translation. Connaître le vecteur de translation et donc le décomposer en X et en Y. Et à partir de là, je sais trouver la valeur du nouveau point P dans l'ancien repère. Voilà. Tout comme je sais trouver la valeur de la coordonnée P dans le nouveau repère. Voilà, parce que je connais le vecteur de translation, donc je sais trouver la valeur de P dans le nouveau repère et la valeur du nouveau P dans l'ancien repère. Voilà, on peut faire. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle changement de repère. Ici, je l'ai fait en translation, mais on peut avoir une transformation de repère en rotation. Voilà. Donc voilà, je peux avoir une transformation en rotation et je peux avoir une composition translation, rotation, voilà. Voilà. Et je peux aussi avoir un changement d'unité. Un changement d'unité des axes. Parce que la norme vaut 1, ben la norme, pour unité j'ai 2 cm, je peux avoir pour unité j'ai 4 cm. Donc j'aurai 4 cm, 4 cm pour avoir J fera 4 cm. Et voilà. Et là, on va dire qu'on a étiré le repère. Puisque j'ai pris un K plus grand que 1, j'ai étiré le repère. Donc j'ai fait voilà, ce qu'on appelle un agrandissement. Mais si je veux faire une réduction, ben à ce moment-là, je prends un K plus petit que 1 pour la norme. Donc si pour unité ça vaut un demi-centimètre, ben je réduis tout. Tout le repère est comprimé. Voilà. Donc c'est une homothétie. Je peux faire une homothétie de repère. Transformation du plan qui est une homothétie de repère. C'est-à-dire je change le système, la norme. La norme ici je la change. Par exemple, unité vaut 1 cm, mais je prends une unité égale 2 cm. Là, je l'agrandis, je l'ai tiré. Et donc le point P n'aura pas la même coordonnée dans l'ancien repère où la norme valait unité égale 1 cm que dans le nouveau repère où la norme vaut unité égale 2 cm. Le point P n'aura pas la même coordonnée. Donc voilà, on peut faire toute composition au niveau des repères. Une translation de repères, une rotation, un agrandissement, une réduction, mais on peut faire une composition de tout ça. Une translation, une rotation, et en même temps on peut faire on peut tout faire, on peut faire une composition des trois. Hein, je peux avoir
translation tout seul, une rotation tout seul, une homothétie, agrandissement, réduction, peu importe. Même une isométrie, si K vaut 1, j'ai une isométrie. Donc translation, rotation, voilà. Mais je peux avoir une TR, TH, voilà. Je peux avoir RH. Et je peux avoir TRH. Donc RH, ça veut dire rotation et homothétie. Translation et rotation, c'est-à-dire translation et en plus de ça, une rotation. TH, c'est une translation, et en même temps, j'agrandis ou je réduis le vecteur de base. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle bon, les transformations de repères. Hein. Transformation de repères. Et quand on fait des transformations de repères, ben, je veux dire, si on change de repère, changer de repère, c'est-à-dire faire une transformation de repère, si je change de repère, à ce moment-là, bon, le nouveau point, si j'ai un nouveau point P, le point P aura une coordonnée dans le nouveau repère, mais il aura une coordonnée dans le, enfin, il a une coordonnée dans l'ancien repère. Et si je fais une transformation, j'ai un nouveau repère. Et si le point P aura une coordonnée dans le nouveau repère, totalement, parce que je viens de créer un nouveau repère. Donc, quelle est la coordonnée là de P dans ce nouveau repère? Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, je peux faire bouger le point P avec la même coordonnée, hein, et je me pose la question, que vaut la coordonnée de ce point P qui valait 2, 4, 4, 2 par exemple ici, qui vaut de nouveau 4, 2 ici dans un nouveau repère, qu'est-ce qu'il vaudrait dans un ancien repère? Mais généralement, le calcul qu'on fait avec les repères, c'est qu'est-ce qui est fixe, le point? Qu'est-ce qui est de nouveau fixe? C'est le premier repère. Le premier repère est fixe. C'est le second qu'on transforme. Je veux dire par là que si c'est le second qu'on transforme, ça veut dire que le point s'il est fixe, ben, on a un point par rapport à l'ancien repère voilà, et on a le point P par rapport au nouveau repère. C'est surtout ça. C'est surtout ça qu'on aura en général, c'est ça. Hein. On aura ça. Donc c'est un point P, qu'est-ce qu'il vaut dans le nouveau repère? Vous voyez qu'il est passé. Le point P, si vaut 2, 4, et lui, là, il veut plus de 4 parce qu'il sera dans la zone négative ici. Voilà, point P dans la zone négative des X et des imaginaires. Voilà, mais ça, c'est ce qu'on appelle le changement de repère. Et ça, je verrai une fois. Je verrai une fois comment on fait les transformations. Que deviennent les points dans une transformation de repère. Je verrai ça. Et c'est fort utilisé. Bon, ça, c'est fort utilisé, notamment en robotique. En robotique, ils font beaucoup de transformations de repères. Voilà, translation, rotation, etc. Parce que les mouvements là-bas, c'est des translations, rotation, des articulations. Hein, comme on a des articulations aux mains, aux bras. Voilà, bah, là-bas, on peut faire des degrés. Il y a 2 degrés de liberté, 1, 2, 3. On peut avoir 3 degrés de liberté suivant 3. Voilà, si on a des translations en plus, et voilà, on a des degrés de liberté. Donc, fatalement, il faut les exprimer au travers de mouvements, soit de translation, de rotation, etc. Et donc, il faut des repères spatiaux qui vont permettre de voir si on a une translation, enfin, de faire une transformation de translation, de rotation de repère ou de. Voilà. Généralement, ce sera translation, rotation. Et donc là-bas, on travaillera toute cette étude-là au travers des matrices, ce qu'on appelle des matrices. Et en robotique, on travaille comme ça. Ben ici, on n'est plus. Je suis un petit peu en train de diverger, mais voilà, c'est pour vous dire comment ça se passe. Je dirais en robotique. En robotique, on joue beaucoup avec les transformations de repères. Voilà. Mais sachez qu'ici, on a créé un plan complexe. Et un plan complexe, il est constitué de 2 axes où on standardise, on dit que c'est perpendiculaire, et la norme elle vaut 1 là pour U et 1 pour J. Et donc là, on aura les imaginaires de Z, et là, les RZ, où Z est égal à, bien sûr, A plus BJ. Voilà. Et là, on a créé je veux dire, un référentiel complexe dans le plan. Et on dira que Z est la fixe du point P, bien sûr. Z est la fixe du point P. A fixe A, 2F, I, X, E. Alors, je vous remercie beaucoup.